Géopolitique et géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast Géopolitique et géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Je suis Eutsto et aujourd'hui, nous nous proposons une plongée dans l'univers fascinant, complexe et parfois tumultueux des mines africaines. L'Afrique, avec ses sols regorge d'or, de cuivre, de cobalt ou encore d'uranium, est bien plus qu'un réservoir de ressources. C'est un échiquier géopolitique où se jouent des luttes de pouvoir, des ambitions économiques et des espoirs de développement. Dans cet épisode, je vais vous emmener à travers l'histoire récente de ce secteur, vous présenter un détail très important et un événement incontournable qui vient de marquer 2025. Ensuite, nous allons analyser les toutes dernières actualités qui redessinent les enjeux stratégiques du continent. Alors prenez une tasse de thé ou de café, installez-vous confortablement et si vous êtes dans votre véhicule, soyez à l'aise et partons ensemble explorer ce monde où les terres racontent des histoires de richesse, de conflits et d'avenir. Par un bref historique des mines en Afrique, retrouvons les racines des enjeux actuels. Pour comprendre les actualités d'aujourd'hui, il faut d'abord remonter dans le temps. L'histoire minière de l'Afrique est aussi ancienne que ses civilisations. Dès l'époque précoloniale, des royaumes comme celui du Ghana ou du Mali tiraient leur puissance de l'or et du sel échangés à travers le désert du Sahara. Mais c'est avec la colonisation européenne, à partir du 19e siècle, que l'exploitation minière prend une tournure industrielle. En Afrique du Sud, la découverte de diamants à Kimberley en 1867, puis d'or au Witwatersrand en 1886, transforme le pays en une mine à ciel ouvert pour les puissances coloniales britanniques. Au Congo, le roi Léopold II de Belgique exploite sauvagement le caoutchouc et les minerais, laissant une cicatrice qui marque encore la région. Au XXe siècle, l'indépendance des nations africaines ne met pas fin à cette dynamique. Les compagnies étrangères, souvent occidentales, continuent de dominer. Prenons le cas du Niger où, dès 1971, la France, via Areva, aujourd'hui Orano, commence à extraire l'uranium dans le nord du pays pour alimenter ses centrales nucléaires. Pendant ce temps, au Ghana, les mines d'or d'Ashanti deviennent un moteur économique, mais les bénéfices profitent souvent plus aux investisseurs étrangers qu'aux locaux. Les années 2000 marquent un tournant avec l'entrée en scène de la Chine, l'empire du milieu. Grâce à son initiative Belt and Road, Pékin investit massivement dans les infrastructures africaines en échange d'accès aux minerais. La politique de la Chine est de construire par ici un stade, par là des routes et d'autres endroits, des ponts ou encore des ports. En République démocratique du Congo, par exemple, la Chine sécurise le cobalt, essentiel pour les batteries, et contrôle aujourd'hui près de 60% de sa production mondiale. Ce boom chinois coïncide avec une prise de conscience africaine. Les gouvernements commencent à exiger plus de contrôle, plus de valeur ajoutée locale. C'est dans ce contexte qu'émergent des tensions comme celles qu'on a vues ces dernières années au Mali ou en Zambie, où les États renégocient les contrats miniers avec des géants comme Barrick Gold ou Vedanta.
Mais pourquoi ce regain d'intérêt aujourd'hui? La réponse tient en 2 mots. Transition énergétique. Avec la demande mondiale de minerais critiques, lithium, cobalt, nickel, qui explose pour les batteries et les énergies renouvelables, l'Afrique devient un terrain stratégique. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2050, la demande de nickel doublera, celle du cobalt triplera et celle de lithium décuplera. Et devinez quoi? L'Afrique détient environ 30% des réserves mondiales de ces minerais. C'est une opportunité, mais aussi un défi. Notamment, comment transformer ces richesses en développement local plutôt qu'en dépendance. C'est là qu'entre en jeu un événement clé, l'Indaba minier. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'Indaba minier, laissez-moi vous le présenter. Officiellement appelé Investing in Africa Mining Indaba, c'est la grande messe annuelle du secteur minier africain qui se tient à Cape Town, en Afrique du Sud. L'édition 2025, qui s'est déroulée du 3 au 6 février, a marqué la 31e anniversaire de cet événement. Mais d'où vient-il? Tout commence en effet en 1994, dans une Afrique du Sud post-apartheid qui cherchait à attirer les investisseurs étrangers pour relancer son industrie minière, alors en perte de vitesse après des décennies de sanctions internationales. Le mot Indaba vient du zoulou et signifie réunion ou discussion. À l'origine, c'était une petite conférence locale, mais elle est rapidement devenue un rendez-vous mondial. Aujourd'hui, elle attire plus de 10 000 participants, notamment des PDG de compagnies minières, des ministres africains, des investisseurs, des ONG et même des activistes. Imaginez un mélange de Davos et de foires commerciales, mais centré sur les mines africaines. En 2025, 115 pays étaient représentés, un record selon les organisateurs. Le thème de cette année, Future Proofing African Mining, ou préparer l'avenir des mines africaines, a mis l'accent sur la durabilité et l'innovation. L'Indaba, c'est à la fois une vitrine et une arène. On y conclut des deals majeurs comme des financements à hauteur de milliards de dollars, mais on y débat aussi des sujets brûlants. Comment réduire l'impact environnemental des mines, comment impliquer les communautés locales et surtout comment l'Afrique peut-elle garder une part plus juste des profits. J'ai envie de vous dire que face à de tels événements et avec l'engouement que l'on a aujourd'hui sur le continent pour développer le secteur minier, notamment par les Africains, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre formation business sur la logistique des mines qui se tiendra très prochainement dans le Val d'Europe pour les entrepreneurs qui sont de la diaspora. Nous nous retrouvons principalement en banlieue parisienne pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les chaînes logistiques dans le secteur des mines et comment des entrepreneurs peuvent saisir des opportunités sur toute cette chaîne-là. À travers cette formation, vous apprendrez comment structurer des offres de services et des offres de fourniture de produits aux entreprises minières présentes en Afrique. Mais au-delà de ça, vous comprendrez également comment mettre en place un modèle d'exploitation semi-mécanisée sur une mine. C'est une formation business qui est destinée à des entrepreneurs, mais également à des patrons de PME, des cadres, toute personne qui désire investir dans le secteur des mines. Saisissez cette occasion, vous trouverez dans la description de ce podcast un lien qui vous renvoie vers le détail de cette formation. Alors, revenons-en sur Indaba. Quelques moments forts de cet événement en 2025, l'on peut citer le lancement du Global Tiling Management Institute ou le GTMI, dont je vous parlerai bientôt, et un atelier sur les partenariats avec l'industrie automobile pour les minerais critiques.
Mais l'Indaba, ce n'est pas qu'un lieu de belles promesses. C'est aussi là que les tensions éclatent entre gouvernements qui veulent taxer plus, entreprises qui cherchent à maximiser leurs marges et populations qui exigent des retombées concrètes en 2024. Par exemple, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait vanté une industrie minière 39% détenue par des Africains contre 2% en 2004. Un progrès, mais qui reste contesté par ceux qui y voient une façade. Puisque vous avez compris ce que c'est que l'Indaba, maintenant, je vous invite à suivre avec attention les actualités minières récentes. Et donc, à travers un tour d'horizon détaillé, nous allons les épingler une à une. Première nouvelle et pas des moindres. Le 18 février 2025, Barrick Gold signe un accord avec le Mali pour clore un différend qui traînait depuis presque 2 ans. En contexte, la junte malienne au pouvoir depuis 2021 a durci le ton avec les compagnies étrangères après avoir adopté un nouveau code minier en 2023. Elle réclamait 200 millions de dollars d'arriérés fiscaux à Barrick pour sa mine de Loulo-Gounkoto, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest. Les tensions ont culminé avec des saisies d'or et la détention d'employés de Barrick Gold. L'accord final a conduit Barrick Gold à payer 438 millions de dollars, soit 275 milliards de francs CFA, pour tout régler: libération des employés, restitution de l'or confisqué et reprise des opérations. Mais derrière ce deal, il n'y a plus qu'une simple négociation financière. La production d'or malienne a chuté de 23% en 2024 à cause de ce conflit. Et le pays a besoin de ces revenus pour compenser la perte d'aide occidentale après les sanctions liées au coup d'État. Géopolitiquement, c'est fascinant. Le Mali qui s'éloigne de la France et se rapproche de la Russie montre qu'il peut jouer dur avec les géants miniers. Deuxièmement, l'actualité directement liée à Indaba 2025. Comme je vous le disais tantôt, le lancement du Global Tailings Management Institute, ou GTMI, le 4 février, basé à Johannesburg, cet institut vise à éviter des catastrophes comme celle du Brumadinho au Brésil en 2019, où un barrage de résidus miniers a tué 272 personnes. Soutenu par le Church of English Pension Board, le GTMI promeut des normes mondiales strictes et des audits transparents pour sécuriser les sites miniers. Pourquoi est-il si important? Les résidus, notamment donc ces déchets de l'extraction, sont une bombe à retardement environnemental et social. En Afrique, des incidents comme l'effondrement d'un barrage au Zimbabwe en 2019 rappellent les risques. Le GTMI pourrait aussi ouvrir la voie à une économie circulaire, avec le reminage des résidus pour extraire des métaux précieux. Stratégiquement, c'est une réponse aux pressions des investisseurs qui exigent des pratiques plus durables. Un atelier à l'Indaba a exploré comment les pays africains riches en minerais critiques peuvent collaborer avec l'industrie automobile mondiale. Avec la montée des voitures électriques, le besoin en cobalt, lithium et nickel explose. L'Afrique, qui détient plus de la moitié de la production mondiale de cobalt via la RDC, est en position de force. Mais l'enjeu, c'est de ne pas rester un simple fournisseur de matières premières. Cet atelier a proposé des cadres réglementaires pour attirer des usines de batteries sur le continent. Un rêve que des pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud commencent à concrétiser. Géopolitiquement, c'est une course. La Chine domine déjà les chaînes d'approvisionnement, mais les États-Unis et l'Europe veulent leur part du gâteau. Qui l'emportera? Quatrième actualité, le 18 février 2025,
la compagnie chinoise MMG rachète les activités nickel d'Anglo American pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars. Ce deal concerne principalement des mines au Brésil, mais il a des échos en Afrique. Anglo American se recentre sur le cuivre et le fer, tandis que MMG, lié à la Chine, consolide sa position sur les minerais stratégiques. En Afrique, la Chine est déjà un titan. Elle contrôle des mines de cobalt en RDC et investit dans le cuivre en Zambie. Cette acquisition montre une compétition accrue alors que les États-Unis tentent de sécuriser des partenariats via des initiatives comme le Mineral Security Partnership. Les populations locales, elles, regardent souvent ces manœuvres avec méfiance, créant une nouvelle vague d'exploitation. Enfin, un zoom sur le Niger qui illustre un paradoxe africain. Quatrième producteur mondial d'uranium, le pays n'a toujours pas de centrale nucléaire pour son propre usage. Pourquoi? Les obstacles sont nombreux. Un coût estimé à 4 milliards de dollars pour une centrale de 1 gigawatt, un quart de son PIB, un manque d'expertise technique, des risques de sécurité liés aux déchets nucléaires et une instabilité politique. L'Agence internationale de l'énergie atomique semble soutenir le Niger depuis des années, mais les progrès sont lents. Pendant ce temps, l'uranium nigérien alimente les centrales françaises, tandis que seulement 15% de la population locale a accès à l'électricité. Géostratégiquement parlant, c'est révélateur. Les ressources africaines servent souvent les intérêts étrangers avec les besoins locaux. Avec l'arrivée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani, qui, dans les derniers développements, a récupéré la filiale d'Orano qu'est la Somaïr au Niger des mains de la France, nous observerons par la suite quel serait le développement en termes de perspective des retombées de l'exploitation du minerai de l'uranium pour le pays. Maintenant, prenons un peu de hauteur pour analyser ces événements. Ce qui frappe, c'est la tension entre souveraineté africaine et dépendance globale. Prenons le Mali. En forçant Barrick Gold à payer le gouvernement, Prenons le Mali. En forçant Barrick Gold à payer, le gouvernement affirme son autorité. Mais il risque aussi, à quelques centimètres près, dans une certaine mesure, de décourager les investisseurs étrangers. C'est un équilibre fragile, mais important, dans la mesure où cela pourrait pousser beaucoup plus d'Africains à se pencher sur les investissements dans les mines. Il en va de même pour le Niger. Développer une centrale nucléaire pourrait réduire sa dépendance énergétique, mais cela nécessite des alliances, avec la Chine par exemple, ou la Russie, étant donné que l'Europe et la France ne sont plus en pole position pour saisir ce type d'opportunités d'investissement en Afrique, notamment au Niger. Toutefois, une question très importante qu'on peut se poser, c'est celle de l'impact de l'aide occidentale et de l'aide américaine en général au développement en Afrique. Depuis plus de 40 ans ou de 50 ans que l'on parle d'aide au développement, aucune des aides n'a été orientée pour rendre le Niger autonome, ou pour ne pas dire pour rendre l'Afrique de l'Ouest autonome. De mon point de vue, il y a eu des milliards et des milliards de dollars qui ont été injectés dans des programmes et des projets en Afrique de l'Ouest avec pour but de pouvoir réduire la pauvreté et accélérer le développement de ces pays qui, jusqu'à aujourd'hui, sont qualifiés de pays sous-développés. Pourquoi ces aides et ces montants colossaux n'ont pas été orientés dans la création d'une centrale nucléaire ou de plusieurs centrales nucléaires au Niger? Osons nous poser la question. Les aides étaient-elles vraiment destinées
pour notre développement ou pour nous asservir? La réponse semble évidente lorsque l'on étale les faits depuis plus de 50 ans ou de 60 ans. Aucune aide n'a vraiment voulu développer l'Afrique de l'Ouest. Le Niger aurait pu être la source de lumière et la source d'énergie pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tant la France exploite son uranium, tant beaucoup de pays étrangers y tirent des bénéfices et des profits. Mais justement, pas le Niger et pas l'Afrique de l'Ouest. Ceci mérite une réflexion profonde aujourd'hui et notamment un intérêt marqué qui devrait conduire la majorité des Africains, et ça c'est de mon point de vue, à s'orienter vers l'investissement dans le secteur des mines afin d'atteindre des objectifs de développement plutôt bénéfiques et plus intéressants pour l'avenir de l'Afrique. Ensuite, il y a la grande bataille pour les minerais critiques aujourd'hui. La Chine domine avec des investissements massifs et une stratégie claire. Sécuriser les ressources via des prêts et des infrastructures. Les États-Unis et l'Europe, eux, misent sur des partenariats durables, mais leur retard est évident. L'Indaba 2025 a aussi révélé de nouveaux joueurs. L'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis veulent leur part, souvent via des acquisitions comme celle de MMG. Cette compétition redéfinit les alliances africaines. Le Mali se tourne vers la Russie, la RDC jongle entre la Chine et l'Occident. Mais face à ce tableau, face à cet échiquier où des enjeux majeurs se jouent, quelles sont les stratégies que déploient les Africains eux-mêmes pour pouvoir être les acteurs sur cet échiquier? On n'en voit visiblement pas du tout. J'ai envie de dire qu'il serait très intéressant pour des entreprises africaines de pouvoir être capables de faire des acquisitions d'autres entreprises étrangères déjà présentes et qui exploitent les ressources depuis un certain nombre de temps. De mon point de vue, beaucoup de sociétés africaines, d'entrepreneurs africains, d'initiatives africaines doivent s'orienter dans le sens d'acquisition de capitaux étrangers dans ces entreprises afin de progressivement augmenter le niveau d'influence et la présence des Africains même sur l'exploitation des mines. À côté de cette première stratégie, une deuxième stratégie devrait être l'investissement dans les formations et l'acquisition des compétences et des technologies nécessaires pour le traitement des minerais sur le continent, dans le but de pouvoir créer à court, moyen et long terme des entreprises pleinement autonomes et opérationnelles sur le continent pour pouvoir traiter les minerais. Donc, avoir une bonne maîtrise de toute la chaîne d'approvisionnement afin de fournir sur le marché international des produits miniers, des outputs miniers assez valorisés, ce qui constituerait un nid de richesse pour l'Afrique. Au-delà de ça, il y a les communautés locales. À Silfoften, en Afrique du Sud, des mineurs illégaux risquent leur vie dans des puits abandonnés, faute d'emploi. Au Nigeria, des enfants travaillent dans des mines de lithium, selon un récent rapport de l'Associated Press. Ces réalités rappellent que les profits miniers ne ruissellent pas toujours jusqu'aux populations. La question stratégique est claire. Comment l'Afrique peut-elle transformer ses ressources en développement inclusif et non en simple terrain de jeu pour des puissances mondiales? Alors, où va-t-on? Ces actualités, de l'accord du Mali au GTMI, en passant par les ambitions automobiles et le paradoxe nigérien, dessinent un continent en pleine mutation. Les États africains s'affirment, poussés par une jeune génération qui exige plus de justice économique. L'Indaba 2025 a montré une volonté de durabilité, mais aussi les limites d'un système encore dominé par des intérêts extérieurs.
Pour l'avenir, 2 scénarios se dessinent. Le premier, l'Afrique devient un hub industriel transformant ses minerais sur place comme le rêve la Côte d'Ivoire avec son compact régional énergétique soutenu par le Millennium Challenge Corporation, un programme dont nous parlerons dans un autre podcast. Le second scénario, elle reste un exportateur brut au risque de voir la valeur ajoutée s'échapper. Tout dépendra des choix politiques, des partenariats et de la capacité à investir dans l'éducation et les infrastructures. Et puisque l'éducation est un facteur essentiel, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier de notre formation business sur la logistique des mines. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes de la diaspora ou même sur le continent africain, nous vous invitons à découvrir dans le lien qui est en description de ce podcast tous les détails sur cette formation qui vous permettrait de saisir des opportunités de business dans le secteur des mines. Et vous enfin, qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle en train de prendre son destin en main ou reste-t-elle un pion dans une partie géopolitique plus vaste? Je vous invite à nous partager vos réflexions sur nos réseaux ou par mail. Cet épisode n'est qu'un début. Les mines africaines continueront de faire l'actualité et nous serons là pour les décrypter. Merci d'avoir écouté cet épisode de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Si vous avez aimé, partagez-le autour de vous et rejoignez-nous pour notre prochain voyage dans les méandres de la géopolitique africaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.